Bonjour, chers étudiants. Nous sommes en train d'étudier l'appareil respiratoire. Et la dernière fois, vous l'avez remarqué, on a introduit ce sujet. On a fait une introduction pour d'abord définir cet appareil et on a dit que l'appareil respiratoire est l'ensemble des organes qui vont assurer la conduction de l'air, sa distribution, ainsi que les échanges de gaz. Les éléments qui vont assurer la conduction, ce sont les voies aériennes ou bien les voies respiratoires. Et l'organe qui va assurer les échanges de gaz, ce sont les poumons. Donc, on a aussi montré l'intérêt de cet appareil, l'intérêt majeur. On vous a dit que on ne peut pas vivre sans oxygène, on ne peut pas vivre sans poumons. Ce qui fait la destruction de cet appareil entraîne la mort. C'est l'insuffisance respiratoire et la mort. Donc, après l'introduction, et bien sûr, à travers laquelle on a montré aussi plusieurs exemples de maladies, de pathologies, on va passer au vif du sujet et on se réfère, comme je vous l'ai dit l'autre fois, à la définition. La définition nous divise le chapitre en deux grandes parties, les voies aériennes et le poumon. Donc, on passe rapidement à grand 2. Grand 2, après cette introduction, les voies aériennes. Les voies aériennes, ce sont les voies de conduction de l'air. C'est l'ensemble donc comme définition, c'est l'ensemble des éléments qui vont assurer la conduction de l'air depuis le milieu extérieur jusqu'au poumon. Donc ça c'était la définition, c'est l'ensemble des éléments qui vont assurer la conduction de l'air depuis le milieu extérieur jusqu'au poumon. Deuxièmement, on peut diviser ces voies aériennes en deux grandes parties, selon leur situation. Il y a des voies aériennes qui sont situées en haut et des voies aériennes qui sont situées en bas. Donc, les voies aériennes supérieures et inférieures. Donc, premièrement, si vous voulez, après la définition, les voies aériennes supérieures. Donc, petit a, définition, petit b, les voies aériennes supérieures. Où se trouvent ces voies aériennes supérieures? Ces voies aériennes supérieures vont se trouver creusées au niveau de la face et au niveau du cou. Toutes ces voies aériennes sont entourées d'un squelette. Un squelette, soit un squelette osseux ou bien un squelette cartilagineux. L'exemple, regardez le nez. Le nez fait partie des voies aériennes supérieures. Le nez est divisé en deux parties, une partie supérieure qui est osseuse et une partie inférieure qu'on peut dévier à droite, à gauche, qui est une zone cartilagineuse. Deuxièmement, donc quelles sont ces voies aériennes? On peut les citer. Premièrement, le nez. Deuxièmement, le pharynx. Troisièmement, le larynx. Et puis, la bouche. Est-ce que la bouche est une voie aérienne? Habituellement, non. Pourquoi? Parce que l'air doit rentrer et pénétrer par le nez. Mais la bouche devient une voie aérienne quand on a besoin d'une quantité supplémentaire d'oxygène. Vous n'allez qu'à voir les athlètes. Les athlètes, quand ils courent, quand ils arrivent aux derniers 100 mètres, si vous voyez la manière avec laquelle ils respirent, ils ouvrent la bouche d'une manière très importante pour faire pénétrer le maximum de l'air. Donc, ça devient une voie aérienne. Donc, ces voies aériennes supérieures, je répète, sont constituées par le nez. Ensuite, on peut ajouter la bouche, le pharynx et le larynx. Donc, on va essayer de voir ces voies aériennes supérieures, comme j'ai dit, qui sont creusées
au niveau de la face et au niveau du cou. Donc, la meilleure manière pour étudier ça, nous allons réaliser une coupe sagittale qui va couper la tête, qui va couper la face, qui va couper la région supérieure du cou. Donc, le titre du schéma, c'est ça, c'est une coupe sagittale de la tête plus le cou, montrant les voies aériennes supérieures. Nous allons essayer d'orienter le schéma, le supérieur étant en haut et l'antérieur étant à droite du tableau. Donc on va commencer par cette coupe, par la partie supérieure, donc on va couper le front et on va couper le nez. Donc quand on coupe le front, ça va nous donner le schéma suivant. Donc là, c'est la région frontale, c'est la partie qui est bombée à ce niveau, c'est la glabelle, c'est-à-dire la région latérale au niveau sourcilière. Et puis l'os qui est là, c'est l'os frontal. C'est le frontal, l'os frontal. L'os frontal, il va avoir deux parties, une partie verticale et une partie horizontale. Et l'intersection à ce niveau va former ce qu'on appelle un sinus. Le sinus, c'est une cavité à l'intérieur de l'os et qui est remplie de l'air. Nous avons plusieurs sinus au niveau de la face. Nous avons le sinus frontal, nous avons le sinus maxillaire, nous avons le sinus derrière le nez ethmoïdal, et à l'intérieur, à la base du crâne, nous avons un quatrième sinus qui est le sinus sphénoïdal. Ces sinus, ce sont des cavités aériques qui sont tapissées d'une muqueuse de type respiratoire. Quand elles s'inflamment, qu'est-ce qu'ils vont former? Ils vont donner ce qu'on appelle la sinusite. La sinusite, c'est une inflammation de ces cavités. Donc la partie verticale de l'os frontal, et puis la partie, ça c'est l'os propre du nez, et puis la partie horizontale qui est formée par, au milieu, on note l'existence d'une lame, une lame qui est perforée, une lame criblée. Criblée veut dire percée, veut dire perforée. C'est la lame criblée de l'ethmoïde. La lame criblée de l'ethmoïde. Ensuite, en arrière, nous avons un autre os qu'on appelle le sphénoïde. Le sphénoïde est un os qui fait partie de la base du crâne. Le sphénoïde fait partie de la base du crâne, formé par un corps. Ce corps s'appelle le corps du sphénoïde. Et ce corps, à côté de ce corps, latéralement, il y a des ailes. La petite aile et la grande aile du sphénoïde. Donc, vous voyez que le sphénoïde a un corps et des ailes. Et sphénos, en latin, veut dire chauve-souris ou papillon. Parfois, on le traduit comme ça, mais le plus souvent, il est connu sous, c'est-à-dire l'origine du terme, c'est la chauve-souris. Donc, le sphénoïde présente un corps, et voici le corps qui est perforé. Au milieu, il présente une cavité qu'on appelle sinus. Ça, c'est le sinus sphénoïdal. Sinus sphénoïdal. Beaucoup plus en arrière, nous avons ici un foramen, un trou, c'est le trou magnum ou bien le trou occipital par lequel sort la moelle épinière. La moelle épinière. Donc, on a constitué à ce niveau la boîte crânienne, c'est la boîte crânienne dans laquelle va se trouver le cerveau. Donc, le cerveau, il va occuper la partie supérieure, et cette partie-là, elle sera occupée par le cervelet. Ensuite, en arrière, nous avons, en bas, nous avons ici la première vertèbre, la deuxième vertèbre
La première, c'est l'atlas. La deuxième, c'est axis. Ensuite, la troisième vertèbre, la quatrième et la cinquième vertèbre. En arrière, nous avons les processus épineux des vertèbres. Et vous remarquez que là se forme le canal. Quel canal? C'est le canal médulaire, c'est le canal à l'intérieur de la vertèbre dans lequel vient loger la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, c'est le prolongement du tronc cérébral, c'est-à-dire la troisième partie de l'encéphale, le tronc cérébral, qui se prolonge par la moelle épinière. Et la moelle épinière va se trouver à l'intérieur de ce canal. Et nous, qu'est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé une coupe. Là, je vais ajouter la peau qui va couvrir, donc la peau qui couvre cette région, la face, ensuite, voilà. Et en arrière, la même chose, vous avez la peau, le scalp, et puis la région postérieure, c'est-à-dire la région de la nuque. Donc, on continue. La première partie, ce sont les fosses nasales ou bien le nez. Donc, le nez est formé de deux parties. Une partie osseuse, c'est l'os propre du nez, et une partie cartilagineuse. Et il se termine en bas par un orifice qu'on appelle les narines. Nous avons deux narines, une narine droite et une narine gauche. Pourquoi? Parce que nous avons deux fosses nasales. Le nez est une pyramide qui est divisée en deux par une cloison en deux cavités. Une cavité droite, c'est la fosse nasale droite, et une cavité gauche, c'est la fosse nasale gauche. À l'intérieur des fosses nasales, nous avons trois types de relief. Ce sont les cornets. Cornet supérieur, cornet moyen, cornet inférieur. Les fosses nasales sont limitées en bas par quoi? Par un os qui va séparer les fosses nasales de la cavité buccale. En bas, la même chose. Donc, fosse nasale limitée en avant par les narines. Et en arrière, nous avons deux orifices qu'on appelle les coanes. Les coanes. Donc, c'est quoi les coanes? Ce sont deux pertuis, deux orifices qui délimitent la partie postérieure des fosses nasales. Donc, les coanes. Là, c'est la lame criblée de l'ethmoïde. Lame criblée de l'ethmoïde. Cornet. Cornet supérieur, cornet moyen et cornet inférieur. Donc, je répète, la première partie des voies aériennes supérieures, ce sont les fosses nasales, qui sont limitées en avant par les narines, en arrière par les coanes, et en haut, il y a la lame criblée de l'ethmoïde. Mais cette lame criblée de l'ethmoïde, sur laquelle repose un lobe, ici un lobe, mais en même temps un nerf. Et ce lobe, il fait partie du cerveau. C'est le lobe olfactif. Lobe olfactif. Lobe olfactif, c'est-à-dire c'est le lobe qui est responsable de l'olfaction. Et ce lobe olfactif, en même temps un nerf, c'est la première paire crânienne. Le premier nerf crânien, c'est le 1,
c'est le lobe olfactif. Ce lobe olfactif va libérer des nerfs, des fibres nerveuses qui vont descendre et qui vont traverser la lame criblée de l'ethmoïde et ils vont réaliser leur terminaison au niveau de la partie supérieure des fosses nasales, à ce niveau, sous forme d'une tache qu'on appelle la tache jaune. Et cette tache, c'est la zone qui est responsable de l'olfaction. Donc, quand il y a une odeur qui circule, l'odeur, c'est quoi? C'est un ensemble de molécules qui circulent dans l'air. Et quand on inspire cet air, ces molécules vont pénétrer et automatiquement, ils vont monter vers la partie supérieure et ils vont arriver au niveau de ces récepteurs nerveux qui sont en rapport avec le lobe olfactif et ces récepteurs, ils vont transmettre le message vers le cerveau et on va reconnaître la nature de cette odeur. Donc la partie supérieure, c'est la lame criblée de l'ethmoïde qui est couverte par quoi? Par la tache jaune ou bien la tache responsable de l'olfaction. Du côté médial, c'est la cloison nasale et du côté latéral, ce sont les différents reliefs qu'on reconnaît, cornée supérieure, cornée moyen, cornée inférieure. La partie inférieure est limitée par le palais. C'est le palais. C'est le palais osseux. En bas, vous avez la cavité buccale avec la langue. Donc ici, c'est la langue. Et la langue, c'est un muscle qui est formé par plusieurs types de faisceaux. Donc la langue. Juste derrière la langue, nous avons le larynx. Le larynx, c'est un organe qui a la forme d'un entonnoir, on va le voir. Donc le larynx avec son cartilage thyroïde, cartilage cricoïde, et sous le larynx, nous avons le deuxième élément, ou bien l'élément qui va représenter la voie aérienne inférieure, qui est la trachée. Donc ici, le larynx. Et en bas, nous avons la trachée. Le larynx est surmonté d'un cartilage. Voici un cartilage qui va avoir la forme de fougère qui s'insère à l'intérieur du larynx, donc il pénètre à l'intérieur du larynx et qui est situé juste derrière la langue. Imaginez lors de la mastication, quand on mâche un aliment à l'intérieur de la bouche, le rôle de la mastication, c'est quoi? C'est transformer le bol alimentaire d'une matière solide en une matière pâteuse. Donc ça devient une pâte. Et cette pâte, quand elle est mâchée à l'intérieur de la langue, le premier temps de la déglutition, quand on veut avaler cet aliment, on le place à ce niveau, c'est-à-dire on le place juste derrière la langue. C'est le premier temps de la déglutition. On ne peut pas avaler si on ne fait pas ça. Donc l'aliment se place derrière la langue. Et que fait la langue? La langue va reculer en arrière. Il recule en arrière, donc il va jouer le rôle de piston. Donc la langue va pousser l'aliment vers l'arrière. Quand il pousse l'aliment vers l'arrière, automatiquement, ce cartilage qu'on appelle comment? Qu'on appelle épiglotte. C'est le cartilage épiglottique. Ce cartilage épiglottique, qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber. Donc il va tomber et il va fermer le larynx. Donc ça permet de fermer, ça permet de protéger les voies aériennes. Donc comme ce phénomène, vous avez ici le cartilage épiglottique, c'est l'épiglotte, et la main gauche, c'est le larynx, le reste du larynx. Donc quand il descend, il ferme comme ça. Automatiquement, l'aliment, qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre en arrière. En arrière, il y a un autre organe qui est là. Et c'est quoi? C'est l'œsophage.
Donc là, l'organe qui est derrière le larynx, c'est l'œsophage. Œsophage. Donc l'œsophage, c'est l'œsophage cervical avec sa bouche supérieure. Cette bouche supérieure porte un nom, ce qu'on appelle la bouche de Killian. Donc cette bouche supérieure, donc automatiquement l'aliment va descendre au niveau de l'œsophage. Si par hasard cette épiglotte ne s'est pas fermée parce que la personne il est en train de manger et en même temps il parle, quand il parle et en même temps il mange, il peut y avoir passage d'une petite partie, une miette des aliments, elle peut passer dans le larynx. Elle passe, au lieu qu'elle passe dans l'œsophage, elle va passer dans le larynx. Et la conséquence, c'est quoi? C'est une excitation des voies respiratoires qui va se manifester par la toux. Donc une toux qui est intense et qui est fréquente pour pouvoir quoi? Pour pouvoir chasser, éliminer ce fragment qui est passé à l'intérieur des voies respiratoires. Donc voilà, on a vu le nez, les fosses nasales, on a délimité ces fosses nasales. Deuxièmement, derrière les fosses nasales, on a posé ces différentes structures et derrière ces fosses nasales, nous avons toute cette partie-là, toute cette zone-là, donc toute cette partie qui est couverte par une muqueuse. Et cette muqueuse, elle est de type respiratoire. Elle est de type respiratoire. Donc, cette partie qui est située derrière les couronnes, je vais l'assurer, regardez, je vais l'assurer, toute cette zone assurée, tout ce couloir depuis les couronnes jusqu'à l'œsophage, c'est le pharynx. C'est le pharynx. Donc, cette deuxième partie, c'est le pharynx. Donc, le pharynx, c'est quoi? Le pharynx, c'est une zone de passage qui est située où? Située derrière les fosses nasales, derrière les couronnes. Elle s'étend des couronnes jusqu'à l'œsophage. Donc, toute cette partie, tout ce couloir, c'est le pharynx. Et devant le pharynx, cette partie verte, c'est le larynx. Donc, le pharynx, je vais tracer des lignes, voici, à partir du palais, je vais tracer une ligne horizontale, et puis, à partir de la base de la langue, je vais tracer une deuxième ligne, et je peux donner des numéros, 1, 2 et 3. Ça veut dire que j'ai divisé le pharynx en 3 étages. Un étage supérieur, un étage moyen et un étage inférieur. L'étage supérieur, c'est le numéro 1. L'étage supérieur, 1, au niveau du pharynx, bien sûr. Nous sommes au niveau du pharynx. L'étage supérieur, il porte le nom de nasopharynx. Le nasopharynx. Pourquoi nasopharynx? Parce qu'il est situé derrière les fosses nasales. Juste derrière les fosses nasales. Ça s'appelle nasopharynx. Mais il porte surtout le nom de cavum. Cavum. Et je souligne ce terme, cavum. Il est connu sous ce terme. Donc, où se trouve le cavum? Le cavum se trouve derrière le nez. C'est la partie du pharynx derrière le nez, derrière les couronnes. Elle est l'étage supérieur du pharynx. C'est ça le cavum. On l'appelle aussi épipharynx. Épipharynx, ça veut dire la partie supérieure. Donc, nasopharynx, cavum égale aussi épipharynx. Le cavum est une zone très exposée. Par quoi? Premièrement, par les tumeurs. Donc, on peut avoir des cancers du cavum. C'est assez fréquent, le cancer du cavum. Donc, le cancer du cavum, il va se localiser au niveau de la zone numéro 1. Donc là, on va assister à une tumeur. Et cette tumeur, elle va se développer progressivement
Et qu'est-ce qui arrive à ce niveau? Il y a un conduit qui va venir de l'oreille et il va s'aboucher au niveau du cavum. Voici, je mets ici un petit trou, un petit orifice. C'est quoi? C'est l'abouchement de cette trompe. Trompe, c'est un canal qui conduit l'oreille moyenne avec le pharynx. C'est ce qu'on appelle la trompe auditive. Autrefois, elle s'appelait la trompe d'Eustache. Quel est le rôle de ce conduit? Quel est le rôle de cette trompe d'Eustache? C'est l'aération de l'oreille. L'oreille a besoin d'air. Il faut qu'elle soit aérée. Sinon, on va avoir une sensation d'oreille bouchée. Ça vous arrive quand on a une grippe. Quand on a une grippe, on a le nez qui est bouché, mais en même temps, on sent que les oreilles bouchées. Pour quelle raison? On n'entend pas bien, parce que la trompe d'Eustache, la trompe auditive, est fermée. Ça nous arrive aussi quand on monte dans l'avion, dans les hautes altitudes, quand l'avion monte d'une manière rapide vers le haut, ou bien quand elle commence à atterrir d'une manière rapide, on sent que les oreilles se bouchent. Pourquoi? Parce qu'il y a une modification de la pression atmosphérique à différents niveaux, ce qui fait un déséquilibre. Et pour régler ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'avaler la salive ou bien avaler quelque chose. Ça permet d'ouvrir la trompe d'Eustache. Donc voilà, les tumeurs du cavum, ils vont se développer et parfois la tumeur, elle reste silencieuse et elle va se manifester par quoi? Par des troubles auditifs, troubles de l'audition. Et le patient ou bien la patiente, ils vont chez le médecin ORL pour l'oreille et quand il examine le cavum, il trouve une tumeur. Donc vous voyez que la tumeur a fermé ce canal et elle a entraîné le même phénomène. Donc le deuxième exemple, ce sont les petits-enfants. Les petits-enfants, à l'âge de 1 an et demi, parfois ils sont amenés par la maman au médecin. Pourquoi? Parce que l'enfant a changé de comportement au moment du sommeil. Quand il dort, il commence à ouvrir la bouche pour respirer. Ou bien il commence à faire le cornage. C'est le bruit que font certaines personnes quand ils dorment. Donc, ce sont des choses inhabituelles. Et quand le médecin pédiatre ou bien le médecin ORL examine la gorge, il examine le cavum. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des végétations. Ce ne sont pas un cancer, ce n'est pas un cancer, mais ce sont des végétations de tissu lymphoïde qui est physiologique, qui existe à ce niveau. Et parfois, il augmente de volume et qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer le cavum et il va entraîner ces phénomènes. Donc, c'est normal, quand il ferme le cavum, l'enfant il est obligé de respirer par la bouche. Donc, voici le premier étage, c'est ce qu'on appelle le nasopharynx. Le deuxième étage, où il se trouve, à quel niveau le deuxième étage? Le deuxième étage se trouve juste derrière la bouche. Derrière la bouche, c'est pour cela qu'on va l'appeler oropharynx. Oropharynx. Donc, oropharynx. C'est l'oropharynx. Le troisième étage, qui est l'étage qui est en bas, il est situé derrière le larynx. Donc, on va l'appeler laryngopharynx. Donc, troisième étage, 3, c'est le laryngopharynx. Quelle est la partie parmi les trois, 1, 2, 3, quelle est la partie qui est visible directement? C'est-à-dire, le médecin, il peut la voir directement. C'est la partie moyenne, c'est l'oropharynx. Et cet examen, vous l'avez déjà vu. Vous avez vu un médecin qui examine la bouche d'un malade. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande d'ouvrir la bouche et il utilise une abaisse-langue et il fait baisser la langue et voir avec un éclairage, avec une lampe, il voit le fond de la gorge. Qu'est-ce qu'il voit? Quelle partie qui est visible? C'est l'oropharynx. Maintenant, est-ce que le cavum est visible directement? Non. Le laryngopharynx, est-ce qu'il est visible directement? Non. La seule partie, c'est l'oropharynx.
Mais les autres parties, comment on va les voir? On va les voir avec un système optique. On peut introduire un tube muni d'une caméra à son extrémité. On peut orienter la caméra vers le haut ou bien vers le bas et on peut voir sur écran de télévision, on peut voir le cavum en haut. S'il y a une tumeur, on va la voir. On peut voir en bas le laryngopharynx. S'il y a une tumeur, on va la voir. Donc voilà, on a vu premièrement les fosses nasales, deuxièmement le pharynx, on a fait la subdivision du pharynx, et la troisième partie, c'est le larynx. Donc, troisièmement, c'est le larynx. Le larynx, je ne vais pas le détailler, le larynx. Pour quelle raison? Parce que c'est un organe que vous allez détailler, que vous allez voir en deuxième année. En deuxième année, on va vous faire un cours détaillé sur le larynx, sa situation, sa constitution, sa fonction, son innervation, sa vascularisation, tout. Mais moi, je vais parler brièvement du larynx. Le larynx, c'est un organe. C'est un organe qui est responsable de quoi? Qui est responsable de trois choses. Le larynx va avoir trois fonctions. La première fonction, c'est la conduction de l'air. On l'a expliqué, l'air qui rentre par les fosses nasales, il traverse le pharynx et il va pénétrer à l'intérieur du larynx pour aller dans la trachée, puis vers les poumons. Donc, premièrement, la conduction de l'air. La deuxième fonction, on l'a expliqué, c'est la protection des voies aériennes. Au moment de la déglutition, ce cartilage qui s'appelle l'épiglotte va descendre et il ferme le larynx. Donc, toute la voie aérienne se trouve fermée par ce clapet, par cette membrane, ce cartilage qui va fermer la voie aérienne et tout corps étranger, entre guillemets, tous les aliments qu'on va avaler, ils vont passer en arrière. Donc, elle permet la protection. Troisième fonction, c'est la phonation. C'est-à-dire, si on parle, si on émet une voix, c'est grâce au larynx. C'est le larynx qui, grâce à la mobilité musculaire, à la mobilité des cordes vocales, des membranes qui sont à l'intérieur, quand elles bougent, elles modifient le calibre, elles modifient l'orifice qu'on appelle la glotte, et cette modification avec une expulsion de l'air va entraîner un son. Et la paralysie du larynx entraîne ce qu'on appelle une dysphonie. Dysphonie, c'est une voix éteinte. Une voix éteinte, je vous ai expliqué le cours précédent. Qu'est-ce que c'est qu'une dysphonie? C'est l'abolition de la voix. Exemple, si je veux vous dire bonjour, je vais vous dire bonjour, bonjour, comment vous allez? Est-ce que ça va? Vous voyez, donc c'est une voix qui est éteinte. Donc c'est la paralysie des cordes vocales va donner cette voix. Ce qu'on appelle la dysphonie. Ensuite, le larynx est constitué par quoi? C'est un ensemble de cartilage. Il est formé de trois éléments. La nature, elle est cartilagineuse, musculaire et membraneuse. Donc, trois choses qui constituent le larynx, les cartilages, le squelette cartilagineux, plus les muscles qui vont mobiliser les cordes vocales, qui vont mobiliser une partie de ces cartilages. Et troisièmement, il y a les membranes qui vont entourer la face interne, qui vont former les cordes vocales, etc. Donc ces cartilages sont au nombre de 7. Il y a des cartilages qui sont pairs et des cartilages qui sont impairs. Quels sont les cartilages pairs? Ou bien impairs, pardon. Les cartilages impairs. Les cartilages impairs, le premier, on l'a vu, c'est l'épiglotte. L'épiglotte, c'est un cartilage qui est impair. Le rôle de l'épiglotte, c'est quoi? C'est de fermer le larynx. Il a la forme de feuille de fougère implantée à l'intérieur du larynx et c'est un cartilage qui est mobile. Le deuxième cartilage, c'est le cartilage thyroïde. Attention, ça n'a rien à voir avec la glande thyroïde.
Ici, c'est le cartilage thyroïde, ce n'est pas la glande thyroïde. Cartilage thyroïde, il est formé de deux lames, et ces deux lames se convergent vers l'avant, ils forment un angle. Un angle, chez les hommes, cet angle il est saillant, c'est ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Et puis, chez les femmes, il est obtus, c'est un angle ouvert, c'est pour cela qu'il n'est pas visible à la face antérieure du cou. Donc, c'est le cartilage thyroïde. Le troisième cartilage, c'est le cartilage cricoïde. Cricoïde. Où se trouve le cartilage cricoïde? À la partie inférieure du larynx. Il est là. C'est lui qui limite la partie inférieure du larynx. C'est le cartilage cricoïde. Ces trois cartilages sont pairs. Et puis, il y a d'autres cartilages, ces trois cartilages sont impairs. Il y a d'autres cartilages qui sont pairs. Par exemple, le cartilage aryténoïde. Aryténoïde. Cartilage aryténoïde. Où se trouve ce cartilage aryténoïde? Il se trouve à l'intérieur, au-dessus de l'arc postérieur du cartilage cricoïde. Le cartilage cricoïde est un cartilage en forme d'anneau, avec une partie antérieure qui est haute et une partie postérieure qui est short, c'est-à-dire qui n'est pas longue, qui est courte. Et puis, au-dessus de l'arc postérieur, il y a ces deux cartilages, c'est un cartilage pair droit et gauche, qui repose sur l'arc postérieur et qui bouge dans ce sens vers le dedans et vers le dehors, vers le dedans, vers le dehors, et c'est ça qui fait mobiliser les cordes vocales. Donc c'est la mobilité de ces cartilages aryténoïdes qui, à l'origine du son, à l'origine de la mobilité des cordes vocales, l'watarat sautiya. Et puis, il y a deux autres cartilages qui sont pairs, c'est le cartilage corniculé. Le cartilage corniculé se trouve au-dessus du cartilage aryténoïde et qui donne des insertions musculaires. Donc, tout ça, vous allez le détailler quand? Vous allez le détailler, Inch'Allah, l'année prochaine, et je souhaite de vous voir tous en deuxième année l'année prochaine. Et puis, vous allez détailler tous ces éléments. Maintenant, quels sont les rôles des voies aériennes supérieures d'une manière générale? Pourquoi on a des voies aériennes supérieures et des voies aériennes inférieures? Les rôles des voies aériennes supérieures sont quatre. Quatre rôles. Le premier rôle, c'est la conduction de l'air. Et on a dit que toutes ces voies aériennes supérieures sont creusées au niveau de la face et au niveau de la partie supérieure du cou. Et toutes ces voies sont entourées d'un squelette. C'est un squelette soit osseux, soit cartilagineux. Pourquoi? Pour que la lumière c'est le canal, pour que la lumière reste béante, reste ouverte. Si ces parois étaient flasques, c'est-à-dire non rigides, on va assister à des fermetures. Chaque fois, il va y avoir des fermetures de ces canaux, et ce sont les problèmes respiratoires. Donc, premièrement, la conduction. Deuxièmement, ces voies aériennes supérieures interviennent dans le réchauffement de l'air. Le réchauffement. Imaginez si on est dans un climat qui fait moins 20, moins 40 degrés à l'extérieur. Donc, quand on respire de l'air, cet air qui rentre dans les poumons, et s'il rentre avec cette température, que vont faire les poumons? Ils vont geler. Ce qui fait, quand on respire, et surtout quand on respire par le nez, l'air pénètre par le nez, en traversant les fosses nasales, en traversant le pharynx, il est réchauffé. Comme le système de radiateur. Le radiateur, quand il fait très froid, où on met le radiateur? Soit qu'on le met sous la fenêtre, soit qu'on le met à côté de la porte. Ce sont les deux meilleurs endroits où on doit mettre ces radiateurs. Pourquoi? Parce que l'air qui vient de l'extérieur, qui est froid, quand il traverse le radiateur, il sera réchauffé. La même chose ici. Donc l'air qui pénètre par les fosses nasales
il traverse ces régions, il y a un réchauffement. Mais qu'est-ce qui assure ce réchauffement? C'est le sang. Il y a un réseau vasculaire très développé au niveau des fosses nasales et au niveau du pharynx. Et ce réseau vasculaire assure une circulation intense à ce niveau. Ce réseau vasculaire ramène du sang chaud. Donc, quand l'air passe à côté, il est réchauffé. Parfois, écoutez, parfois, ce réseau vasculaire se trouve développé d'une manière anormale. C'est-à-dire, on va avoir beaucoup de vaisseaux à ce niveau qui vont se regrouper et qui vont former une tache. Et ces personnes, dès qu'ils se frottent le nez comme ça, ils vont avoir du sang qui coule. C'est ce qu'on appelle le sang qui coule par le nez, ça s'appelle comment? Ça s'appelle épistaxis. Épistaxis. Donc, parfois, quand il fait chaud, ils vont faire l'épistaxis. Ou bien quand ils courent, quand ils font un effort, ils font des épistaxis. Et le plus souvent, c'est dû à ce problème-là. Et quand ils vont chez le médecin ORL, il fait rentrer le rhinoscope. Le rhino veut dire nez, scope veut dire voir. Un système optique qui permet de voir à l'intérieur du nez. Quand il fait rentrer le rhinoscope, il voit la muqueuse, c'est-à-dire la membrane qui couvre la face interne des fosses nasales. Il trouve cette tache rouge. On l'appelle la tache vasculaire. Cette maladie s'appelle la tache vasculaire. Et qu'est-ce qu'il fait pour traiter? C'est très facile. Il suffit de coaguler. Coaguler, c'est cette tache vasculaire et c'est la disparition de ce problème. Donc, c'est ce qu'on a appelé la tache vasculaire. Donc, le deuxième rôle, donc on a dit le premier rôle, c'est la conduction, le deuxième rôle, c'est la conduction de l'air. Le troisième rôle, premier rôle, conduction, le deuxième rôle, c'est le réchauffement. Le troisième rôle, c'est l'humidification de l'air. C'est quoi l'humidification de l'air? Quand on respire de l'air, si cet air est sec, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau au niveau de cet air, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que quand il va rentrer, il va irriter ses voies respiratoires et en même temps, il va assécher les poumons. Et à l'intérieur du poumon, on va le voir, il y a des sécrétions. Et ces sécrétions, s'ils sont asséchés, ils vont se transformer en solide à l'intérieur du poumon, responsable de l'infection, responsable des abcès, et c'est la catastrophe. Donc, que fait ces voies aériennes supérieures? Ils permettent une humidification de l'air. Donc, ils enrichissent l'air en eau. Comme ça, il va arriver au niveau des voies respiratoires inférieures et il ne va pas provoquer ni d'irritation, ni de lésion, ni d'assèchement. Troisième rôle. Et le quatrième rôle des voies aériennes supérieures, c'est l'épuration de l'air. L'épuration de l'air. Donc, ils vont nettoyer l'air. Imaginez l'air qu'on respire, l'air à l'extérieur. Comment il est? Propre? Non, il est sale. C'est un air qui est pollué. C'est un air qui est plein de poussière. C'est un air qui est plein de germes. C'est un air qui est plein de corps étrangers. Donc, quand on respire, surtout par le nez, ces éléments sont collés au niveau des fosses nasales parce qu'ils sont humides. Quand vous jetez la poussière sur un mur qui est humide, elle colle. La même chose. Donc, la poussière qui rentre avec l'air à l'intérieur des voies respiratoires, elle colle à la voie respiratoire. Et comme ça, il y a un système immunitaire qui intervient et qui va attaquer ces corps étrangers et pour les éliminer, pour les détruire. Donc, vous voyez, il intervient d'une manière capitale au niveau de la respiration. C'est pour cela qu'il faut préserver ce système respiratoire, il faut préserver ces voies aériennes supérieures. Donc voilà, on a terminé la première partie, c'est-à-dire les voies aériennes supérieures, et on va passer à C, un petit c, les voies aériennes inférieures. Donc, ce petit c, les voies aériennes inférieures. Ces voies aériennes inférieures sont situées où? Elles sont situées
une partie dans le cou et la plus grande partie dans le thorax. Ces voies aériennes inférieures sont formées par, premièrement, la trachée, deuxièmement, les branches, trachée et branches. Donc, premièrement, la trachée. Et la trachée, on va tarder ici dans l'étude de la trachée parce que c'est une partie qui est très importante à connaître. Premièrement, la définition. Définition, on va définir la trachée. C'est quoi la trachée? La trachée est un conduit. C'est un conduit cylindrique creux. Ça veut dire que c'est un cylindre, c'est comme un tuyau. Donc c'est un conduit cylindrique creux qui relie le larynx en haut avec les branches principales en bas. C'est ça la définition. Donc c'est un conduit cylindrique creux qui relie le larynx avec les branches principales. Quelle est la constitution ou bien la configuration externe de la trachée? Donc la trachée, comme on a dit, c'est un conduit cylindrique, mais qui est formé par quoi? Qui est formé par un ensemble d'anneaux. Ce sont les anneaux trachéaux qui sont superposés l'un sur l'autre, entrecoupés ou reliés par des ligaments. Donc la meilleure manière, c'est d'utiliser un schéma. À travers le schéma, vous allez très bien comprendre la configuration externe de la trachée. Donc schéma, nouveau schéma, vue antérieure. Donc schéma d'une vue antérieure. Vue antérieure de la trachée. Vue antérieure de la trachée, qu'est-ce qu'elle va montrer cette vue? Elle va montrer la configuration externe. Je vais orienter ce schéma, la partie supérieure étant en haut et la partie gauche, elle est à ma droite. C'est normal, c'est une vue antérieure. Je vais commencer au début par la mise en place d'un organe au niveau duquel la trachée commence. Quel est cet organe? En haut, c'est le larynx. Donc en haut, nous avons le larynx et juste au-dessous du larynx commence la trachée. Et ça nous fait revenir vers la définition. Qu'est-ce qu'on a dit dans la définition? C'est un conduit qui relie, cylindrique creux, qui relie le larynx avec les branches. Donc voilà, on va commencer. Le premier élément que je vais poser, il n'appartient pas à la trachée, mais c'est un os. C'est un os qui a la forme de U. Si on le voit par en haut, il est comme ça, cet os. Il est comme ça. Regardez, il a cette forme. C'est la forme de fer à cheval. Il a la forme de U. Et c'est pour cela, on va l'appeler comment? On va l'appeler os, c'est un os. Os hyoïde. H-Y. Hyoïde. Pourquoi hyoïde? Parce que H-Y, en latin, signifie U. Et oïde signifie qui ressemble. Donc c'est l'os qui ressemble à la lettre U. C'est pour cela qu'on l'appelle comme ça. Regardez la lettre U. Donc ça, c'est l'os hyoïde. Sous l'os hyoïde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cartilage qu'on appelle le cartilage. Voici le cartilage thyroïde. Cartilage thyroïde qui appartient au larynx. Pardon, le cartilage thyroïde appartient au larynx. Ce cartilage thyroïde, je vous l'ai dit, il est formé de deux lames.
une lame droite, lame gauche, qui vont réaliser un angle antérieur. Cet angle peut être aigu chez les hommes, il va apparaître saillant, c'est la paume d'Adam. Il peut être obtus, comme ça, il n'est pas visible. Donc c'est le cartilage thyroïde. Il n'a rien à voir avec la thyroïde, je vous l'ai dit. Hein? Ça, c'est un cartilage. Et sous le cartilage thyroïde, il y a un autre cartilage en forme d'anneau qu'on appelle comment? Qu'on appelle le cartilage cricoïde. Donc ici, cartilage thyroïde, cartilage cricoïde. Cartilage cricoïde. Entre os hyoïde et cartilage thyroïde, il y a une membrane. Cette membrane va relier le cartilage thyroïde avec l'os hyoïde. Donc cette membrane s'appelle la membrane hyothyroïdienne. Membrane hyothyroïdienne. Au-dessous du cartilage thyroïde, il y a une deuxième membrane. Cette deuxième membrane, qu'est-ce qu'elle va relier? Elle va relier le cartilage thyroïde avec le cartilage cricoïde. Ça s'appelle membrane thyrocricoïdienne. Donc vous voyez que c'est facile. Hein, ce sont des termes faciles qui proviennent de l'origine et la terminaison. Premièrement, la membrane hyothyroïdienne. La deuxième membrane, c'est la membrane thyrocricoïdienne. Et ça, c'est le larynx. Je mets accolade jusqu'au cartilage cricoïde, c'est le larynx. Mais notre sujet, c'est quoi? C'est la trachée. Où se trouve la trachée? La trachée va se trouver en bas, c'est-à-dire à ce niveau. Où est-ce qu'elle est? L'épiglotte. L'épiglotte, voici l'épiglotte. Donc là, c'est l'épiglotte, c'est le cartilage épiglottique. Vous imaginez le cartilage épiglottique, je vous l'ai dit, et il saille en haut et il permet la fermeture du larynx. Donc c'est l'épiglotte. L'épiglotte est un cartilage impair, épiglotte, cartilage impair qui appartient au larynx. Maintenant, la trachée. La trachée, elle commence au niveau du cartilage cricoïde, ensuite elle va descendre. Combien elle va mesurer? La trachée mesure 12 cm. Elle va présenter deux segments. Donc voici la trachée. Elle descend et à la partie inférieure, c'est-à-dire à l'intérieur du thorax, en regard de la 5e vertèbre thoracique, en regard de TH5, elle va se terminer. Elle se termine en se divisant en deux branches, appelées comment? Branche principale droite et branche principale gauche. Donc voici, nous sommes en regard de la 5e vertèbre thoracique et la trachée va se terminer et elle va donner ce qu'on appelle les deux branches principales. Par quoi est constituée cette trachée? Elle est constituée par un ensemble d'anneaux appelés anneaux trachéaux. Donc ce sont des anneaux, donc je vais les schématiser de cette manière. Voici les anneaux, ce sont les anneaux trachéaux. Combien y a-t-il d'anneaux? Entre 16 et 18 anneaux. Jusqu'à 16 à 18
anneaux. Et ces anneaux sont des anneaux qui sont incomplets. Qu'est-ce que ça veut dire incomplet? Donc, ils ne vont pas former un O. Ils sont ouverts comment? Regardez ici, au niveau de la branche, ça c'est la branche, ils sont ouverts en arrière. Donc, c'est la même configuration qu'en haut. Hein, ils sont ouverts en arrière. Donc, voici les anneaux trachéaux. Et entre les anneaux, est-ce qu'il y a un vide? Non, il n'y a pas de vide. Entre les anneaux, il y a des membranes ou bien des ligaments. Donc ces membranes s'appellent comment? S'appellent membranes interannulaires. Donc voici les membranes entre les anneaux. Donc ce sont les membranes interannulaires. Chaque anneau, il est de quelle nature? C'est un cartilage hyalin. Cartilage, on dit rodrouf, un cartilage hyalin. Et pourquoi on a ce système d'anneaux avec ces membranes? Supposons que la trachée est constituée par un seul cartilage qui a la forme de cylindre. Est-ce que ça va être possible? Non, c'est impossible. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que si la trachée est un seul cartilage, un seul élément qui est cylindrique, est-ce qu'il va conduire l'air? Oui, il va bien conduire l'air, parce que c'est un anneau qui va rester ouvert, ou bien c'est un cylindre rigide ouvert. Deuxièmement, est-ce qu'il va permettre la mobilité? Non. C'est-à-dire, s'il est rigide, on ne peut pas tourner la tête, on ne peut pas fléchir la tête, on ne peut pas soulever la tête parce que c'est un tuyau rigide. Mais vu qu'il y a des anneaux, entre les anneaux, il y a des ligaments ou bien des membranes interannulaires, ça permet une flexibilité. C'est comme l'accordéon. Vous voyez, l'accordéon, il peut s'allonger, il peut se ramasser. Donc, c'est le même système. Donc, voici la trachée. La trachée se divise à la partie inférieure. On regarde de quelle vertèbre? On regarde de TH5. Elle se divise en deux branches, droite et gauche. Et cette division, cette partie où se fait la division s'appelle carène. C'est la carène. Ça va donner une branche principale gauche et une branche principale droite. Branche principale droite et branche principale gauche. La trachée est un cylindre qui n'est pas vertical. Elle est légèrement déviée vers la droite. Au fur et à mesure qu'elle descend au niveau du cou, elle est centrale, mais au fur et à mesure qu'elle descend dans le thorax, elle est légèrement déviée vers le côté droit. Pour quelle raison? Parce qu'il y a l'aorte thoracique. L'aorte thoracique qui va passer à ce niveau et qui va dévier légèrement la trachée vers la droite. Deuxièmement, dans le plan sagittal, et je suis obligé de vous faire un petit schéma. Donc voilà, ici c'est le rachis cervical, le rachis thoracique, rachis lombaire, ensuite rachis sacré, les vertèbres, et puis les processus épineux en arrière. Donc nous sommes en train de réaliser le schéma d'un rachis. En avant, vous avez ici le rachis cervical. Là, c'est TH1, TH2. On regarde TH2.
nous avons le sternum. Le sternum commence en regard de TH2, c'est-à-dire la deuxième vertèbre thoracique. C'est la fourchette sternale, c'est la base du sternum, et il va se terminer au niveau de TH9. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 10, 9. Donc TH9, c'est la terminaison du sternum. Donc TH9. Maintenant, la trachée. La trachée, elle va être très antérieure au niveau cervical. La preuve, c'est que si vous mettez la main devant le cou, vous palpez, qu'est-ce que vous allez palper? Vous allez palper un élément cylindrique rigide, c'est la trachée. En haut, c'est le larynx, mais en bas, c'est la trachée. Hein? Donc, elle est très antérieure au niveau du cou, elle est très antérieure, et au fur et à mesure qu'elle descend, regardez le schéma de la trachée. Elle devient centrale au milieu, et elle s'arrête à quel niveau? 1, 2, 3, 4, 5. En regard de la cinquième, la trachée se divise. Se divise en quoi? En branche principale droite et en branche principale gauche. Donc, c'est la terminaison. Voici la trachée. Et ça, c'est le schéma de la trachée. Elle commence à quel niveau, la trachée? La trachée commence, ici, si je mets une ligne, c'est C6. C6. Donc, le point de départ de la trachée, c'est la sixième vertèbre cervicale, et la terminaison de la trachée, c'est la cinquième vertèbre thoracique. Elle a un trajet dans le plan sagittal oblique vers le bas et vers l'arrière. Et la trachée constitue un élément essentiel du médiastin. Pour quelle raison? Parce que le plan, la face antérieure, je vais faire descendre, regardez, une ligne qui rase quoi? Qui rase la face antérieure de la trachée. Cette ligne jaune que j'ai dessinée va diviser le médiastin en deux compartiments, en deux parties. Une partie en avant de la trachée, en avant de cette ligne, et une partie en arrière de cette ligne. Tout ce qui est en avant de cette ligne, je vais mettre ici le diaphragme, qu'on a déjà vu. Donc, toute cette partie que je vais assurer s'appelle comment? S'appelle médiastin. Médiastin antérieur. Médiastin antérieur. Toute la partie en avant de la trachée, c'est le médiastin antérieur. Toute la partie en arrière de cette ligne, tout ça, c'est le médiastin postérieur. Médiastin postérieur. Donc, vous le remarquez, le cœur, il est là. Le cœur, il est au niveau du médiastin antérieur et inférieur. L'œsophage, il est en arrière, donc il est au niveau du médiastin postérieur. L'aorte descendante, elle est au niveau du médiastin postérieur. Donc, ça, c'est important. Donc, on revient à la trachée. La trachée commence en regard de C6, C6, et elle se termine au niveau de TH5. D'accord? Donc, elle commence au niveau de C6, elle se termine au niveau de TH5. La trachée a une longueur de 12 cm, mais elle est divisée en deux parties, en deux segments. Regardez, elle est divisée en deux segments. À partir de quel os? L'os que vous connaissez maintenant, c'est quel os-là? C'est le sternum. Donc, le sternum va diviser la trachée en deux segments. Un segment supérieur jusqu'à la fourchette sternale, c'est ce qu'on appelle la trachée cervicale. Et cette trachée cervicale, quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est qu'elle est palpable. On arrive à la toucher. Elle est accessible à l'examen clinique.
on arrive à la palper avec la main. Et le deuxième segment, il est au-dessous de la fourchette sternale jusqu'à la bifurcation trachéale. C'est ce qu'on appelle la trachée thoracique. Trachée thoracique. Combien mesure la trachée cervicale? La trachée cervicale mesure 6 cm et la trachée thoracique 6 cm. Donc au total, il fait un total d'une longueur de 12 cm. Donc voilà, portion cervicale, portion thoracique. La trachée n'est pas tout à fait verticale sur le plan frontal, elle est légèrement déviée vers la droite à cause de l'aorte. Et sur le profil, comme on le voit, elle est orientée vers le bas et vers l'arrière, de telle sorte qu'elle devient centrale en regard de TH5. Donc ça, c'est la configuration externe. Je vais compléter les légendes. Ici, c'est l'anneau trachéal. Et la membrane qui est entre les anneaux, c'est la membrane. Elle s'appelle membrane interannulaire entre les anneaux. Membrane interannulaire. En arrière, on va le voir ici, l'anneau est complété par un petit muscle qu'on appelle le muscle trachéal. Ici, c'est le muscle bronchique. Et ce qui nous amène à parler maintenant, nous avons vu petit a, définition, petit b, configuration externe. Maintenant, petit c, la configuration interne de la trachée. Pour étudier la configuration interne de la trachée, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser une coupe. On va réaliser une coupe, et c'est une coupe qui va passer par l'anneau trachéal. Regardez, je vais réaliser cette coupe A. Coupe A, c'est une coupe transversale passant par un anneau trachéal. Donc, ça sera petit c, configuration, ou bien la troisième étoile si vous voulez, configuration externe, interne de la trachée. Configuration interne. Cette configuration interne de la trachée, on va la voir comme ça. Donc vous avez un anneau trachéal, et je vous ai dit que l'anneau est une structure qui est ouverte en arrière, n'est-ce pas? Donc, imaginez, la trachée est verticale, on a réalisé une coupe transversale et on va voir comme ça. On va voir par en haut, on va voir la tranche de coupe qui passe par l'anneau. Donc là, vous avez l'anneau trachéal. Tout ça, c'est du cartilage, c'est un cartilage hyalin qui présente deux cornes postérieures. Donc ici, c'est l'orientation postérieure en haut du tableau et le côté le côté gauche est à ma droite. Donc, les cornes postérieures vont être reliées par un muscle qu'on appelle le muscle trachéal. Muscle trachéal. Et ici, c'est un anneau trachéal. Anneau trachéal. L'intérieur, maintenant. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une muqueuse, il y a une membrane, il y a un épithélium. L'épithélium, c'est un tissu qui est formé par plusieurs cellules qui sont collées l'une à l'autre, formant une membrane. Donc là, vous avez ici l'épithélium, la muqueuse. Cette muqueuse, cette muqueuse est de type respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature de cette muqueuse est formée d'un épithélium de plusieurs cellules, plusieurs couches cellulaires, dont la couche superficielle
est formé par des cellules ciliées. Donc c'est un épithélium stratifié cilié. Donc il y a plusieurs couches et la dernière couche, je vais mettre la dernière couche. Regardez, ce sont des cellules, mais qui sont dotées de quoi? De cils. Et ces cils sont des cils vibratiles. Vibratile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vibrent, elles bougent tout le temps. Elles bougent tout le temps. Voici les cils à la surface de cet épithélium, des cils vibratiles. Donc ces cils vibratiles, c'est-à-dire comme mes doigts, ils vont bouger tout le temps. Mais la question, dans quel sens? Vers le bas ou bien vers le haut? Donc la réponse, c'est vers le haut, parce que la trachée, elle est en bas, elle est dans le thorax, dans le cou. Donc ces cils, ils vont balayer vers le haut. Comme ça, quand il y a des poussières, quand il y a des éléments, des sécrétions qui sont collés au niveau de la paroi de la trachée, ces cils vont essayer de les ramener vers le pharynx et après on va les éliminer. Donc ça intervient dans l'épuration. Donc cet épithélium, c'est un épithélium de type respiratoire. De type respiratoire. Seulement l'ennemi de ces cils vibratiles et l'ennemi de cet épithélium, c'est le tabac. Donc le premier élément nocif qui tue ces cellules et qui détruit ces cils, c'est le tabac. Donc c'est pour cela, vous voyez que sur les paquets, fumer tue. C'est l'agressivité qu'a la fumée de tabac sur la muqueuse respiratoire, que ce soit au niveau de la trachée, au niveau du larynx ou bien au niveau des branches, ça agit d'une manière très agressive et ça donne des métaplasies. Métaplasie, c'est quoi? C'est une transformation du génome cellulaire qui est à l'origine, bien sûr, des cancers. Sous cet épithélium, nous avons une sous-muqueuse. Une sous-muqueuse. Sous-muqueuse, ça veut dire que c'est un tissu conjonctif sous-muqueuse. Sous-muqueuse. Et à l'intérieur, c'est la lumière, c'est le vide, c'est-à-dire il n'y a rien, c'est le vide. C'est ce qu'on appelle la lumière. La lumière trachéale. L'ensemble est emballé et protégé. L'ensemble est protégé par quoi? Par une membrane protectrice conjonctive qu'on appelle adventice. L'adventice. Donc l'adventice, c'est quoi? C'est une membrane conjonctive résistante qui va entourer toute la trachée et qui va assurer sa protection. Parce que c'est un système qui est flexible, il faut une armature qui va réaliser l'agencement entre les anneaux et la protection de cette structure. Donc voilà la configuration interne. Maintenant, on va passer à un autre paragraphe. On a dit que la trachée est une structure longue, c'est-à-dire c'est une structure qui va commencer au niveau de la région cervicale, ensuite elle va descendre dans le thorax. On va étudier maintenant quels sont les éléments qui rentrent en rapport avec cette trachée. Quels sont les éléments qui sont en contact ou bien direct ou indirect avec cette trachée? C'est l'étude de l'anatomie topographique. Donc, un autre paragraphe, nous sommes toujours dans l'étude de la trachée, on va étudier les rapports. Les rapports de la trachée. Les rapports de la trachée. Ces rapports seront différents. Selon quoi? Selon le niveau. Est-ce qu'on est au niveau cervical ou bien au niveau thoracique? Si on est au niveau cervical, la trachée va avoir des rapports avec les organes du cou. Par contre, quand elle rentre dans le thorax, la trachée va avoir des rapports avec les organes thoraciques. Et c'est la raison pour laquelle on va diviser ce chapitre en deux parties. Rapport au niveau thoracique et rapport au niveau cervical.
Donc, premièrement, première flèche, rapport de la trachée, rapport au niveau cervical. Pour étudier les rapports de la trachée au niveau cervical, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser une coupe transversale du cou passant par la 6e vertèbre cervicale. C'est le point de départ de la trachée. À ce niveau, c'est le point de départ. Donc, c'est le schéma, c'est la coupe transversale de la trachée, passant par ces 6e vertèbres cervicales, montrant quoi? Montrant les rapports au niveau cervical. Donc, je vais orienter le schéma, la partie antérieure étant en haut du tableau et le côté droit. Au niveau cervical, je vais placer d'abord la circonférence, c'est-à-dire les limites du cou, on a réalisé une coupe transversale, la partie antérieure ici et la partie postérieure en arrière. La partie postérieure est caractérisée par la présence de quoi? De la vertèbre. Mais quelle vertèbre? C'est la vertèbre C6. La vertèbre cervicale, la 6e vertèbre cervicale, est une vertèbre qui est assez volumineuse par rapport aux premières, l'atlas, l'axis et la 3e. En plus, elle a des processus transverses qui sont percés. La même chose les supérieurs. Donc ici, l'apophyse transverse, elle est marquée par l'existence d'un orifice, d'un trou au niveau de l'apophyse transverse. Et ce trou, c'est quoi? C'est le trou transversaire par lequel pénètre l'artère vertébrale qui est une branche de la sous-clavière, et elle va rentrer dans ce canal, elle va monter dans le canal supérieur, puis supérieur jusqu'à la base du crâne. Et c'est cette artère vertébrale qui va participer à la vascularisation du cerveau, avec bien sûr l'artère carotide interne. Ils vont former au niveau du cerveau un système de polygones qu'on appelle le polygone de Willis, qui va donner toutes les branches qui vont assurer cette vascularisation. Vous allez le voir en 2e année. Au milieu, nous avons le trou, le canal médulaire, qui va avoir une forme triangulaire. Et ce canal médulaire va donner passage à la moelle épinière. Donc la moelle épinière va rentrer dans le canal médulaire. En avant, nous avons les muscles du cou, les muscles profonds du cou, et en arrière, nous avons les muscles de la nuque. Donc tout ça, ce sont les muscles postérieurs. Où se trouve la trachée? Au niveau cervical, elle est très antérieure, elle est en avant. Donc nous allons placer la trachée. Voici l'anneau trachéal, ce qui nous ramène à réaliser exactement le schéma qu'on a fait pour la configuration interne. Avec à l'intérieur, nous avons la muqueuse, vous vous rappelez, avec les cils vibratiles, et en périphérie, nous avons l'adventice. Et ici, c'est la membrane trachéale. En arrière, regardez la face postérieure de la trachée. Si on revient au schéma précédent, regardez, la face postérieure n'est pas ronde. La face postérieure de la trachée est plate. La face antérieure est circulaire. La même chose. Mais ici, on a inversé. On a inversé parce que le postérieur est en bas et l'antérieur est en haut. D'accord. Maintenant, ça, c'est la trachée. C'est l'élément qu'on étudie, la trachée. Quels sont les organes qui vont rentrer
en rapport avec cette trachée, le premier organe au niveau de la 6e vertèbre cervicale, c'est une glande qu'on appelle comment? Qu'on appelle la glande thyroïde. La glande thyroïde. Et la glande thyroïde est une glande endocrine qui a la forme, sur une vue de face, qui a la forme de H majuscule, avec deux lobes, un lobe droit et un lobe gauche, reliés par une pièce intermédiaire. C'est cette pièce intermédiaire qui est là. Voici le lobe droit et ici le lobe gauche. Et la pièce intermédiaire, c'est ici qu'on appelle l'isthme. C'est l'isthme de la thyroïde. Ici, c'est le lobe droit. Donc, le premier élément, c'est la glande thyroïde. Cette glande thyroïde va avoir deux lobes et un isthme. C'est une glande endocrine qui sécrète deux hormones qu'on appelle le T3 et T4. T3 et T4, ce sont les hormones thyroïdiennes. Et la glande thyroïde intervient dans le métabolisme de toutes les cellules, pratiquement. Toutes les cellules font intervenir les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes interviennent au niveau de l'activité cellulaire, même avant la naissance. Avant la naissance, au cours de l'embryogénèse, le développement du système nerveux. Et même après la naissance, si un enfant naît avec une absence d'hormones thyroïdiennes, le cerveau ne va pas se développer normalement. Donc il va y avoir une arriération mentale. Vous voyez des enfants qui ont une hypothyroïdie ou bien une absence d'hormones thyroïdiennes, ils vont avoir un développement psychomoteur qui est très perturbé, avec une débilité mentale. Ce qui fait, c'est l'intérêt de ces hormones thyroïdiennes, d'où l'intérêt de faire le dosage de ces hormones juste à la naissance. À la naissance, il faut faire le dosage hormonal pour dépister, bien sûr, une absence des hormones thyroïdiennes. Deuxièmement, il intervient aussi au niveau du métabolisme digestif. Il intervient au niveau de l'activité cardiaque. C'est pour cela quand il y a une perturbation, quand il y a une hyperthyroïdie, par exemple. Une hyperthyroïdie va se manifester par une tachycardie, par une diarrhée, par une augmentation du débit verbal, par une sensation de chaleur, parce qu'il y a un hypercatabolisme, sensation de chaleur, même s'il fait froid à l'extérieur, ce sont des gens qui ont chaud. Et puis, il va y avoir un amaigrissement, parfois il y a d'autres signes. C'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Et l'inverse, quand il y a diminution des hormones thyroïdiennes, T3 et T4, on va avoir une perturbation dans le sens contraire, c'est-à-dire une bradycardie, on va avoir une constipation, un ralentissement du débit verbal, ralentissement même de la motricité, sensation de froid, etc., etc. Donc vous avez ça, vous allez le voir en endocrinologie. Quand vous allez voir la sémiologie endocrinienne et la pathologie endocrinienne, quand vous allez arriver à l'étude de la thyroïde, de la glande thyroïde, on va vous parler de ça. On va vous parler des perturbations en cas d'augmentation et en cas de diminution, hyperthyroïdie et hypothyroïdie. Derrière la thyroïde, il y a deux petites glandes que je vais mettre à ce niveau. Voici, je vais schématiser ces deux petites glandes, mais en fait, elles ne sont pas en nombre de 2, elles sont en nombre de 4. Ce sont 4 glandes. Mais pourquoi on schématise 2? Parce qu'il y a 2 en haut et 2 en bas. Et quand on fait une coupe transversale, on ne coupe jamais 4, on coupe toujours 2. Parce que 2 en haut et 2 en bas. Une coupe va couper 2. Donc ces 4 glandes, c'est quoi? Ce sont les hormones parathyroïdiennes. Donc c'est la glande parathyroïde. Glande parathyroïde. Glande parathyroïde.
Et ces glandes parathyroïdes sécrètent des hormones, une hormone qu'on appelle la parathormone. Et cette parathormone intervient au niveau du métabolisme de l'os. C'est comme la vitamine D. Au niveau de l'os, il y a 3 vitamines, 3 substances, 3 vitamines qui interviennent au niveau du métabolisme de l'os. Il y a premièrement la parathormone, qui est sécrétée par la parathyroïde, derrière la thyroïde. Deuxième hormone, c'est la vitamine D. Et la troisième hormone, c'est la thyrocalcitonine. Thyrocalcitonine qui est sécrétée aussi par la thyroïde. Mais les 2 principales hormones, c'est la parathormone et la vitamine D. Donc la vitamine D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le calcium du sang et elle l'incorpore au niveau de l'os. Elle fabrique l'os. Donc quand il y a la vitamine D, il y a le maçon. Le maçon, c'est la vitamine D. Et puis la matière, c'est le calcium. Donc elle construit l'os. Par contre, quand il y a la parathormone, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le calcium de l'os et elle le met dans la circulation générale. Ça veut dire elle déminéralise l'os. Elle fait le travail inverse de la vitamine D. Mais vous allez dire, mais pourquoi elle doit faire le travail inverse? C'est normal, c'est physiologique, parce que notre corps, nos cellules ne peuvent pas travailler en aucun moment sans calcium. Ce qui fait le dosage du calcium au niveau du sang se fait par la parathormone, par la parathyroïde. Elle dose le calcium au niveau du sang. En cas de diminution, elle libère la parathormone pour assurer, c'est-à-dire la libération, pour arriver au taux normal et optimal pour une meilleure fonction de la cellule. Donc vous voyez, c'est un équilibre. Il y a un équilibre entre minéralisation et déminéralisation. Seulement, ce déséquilibre va se trouver cassé ou bien interrompu en cas de déficit en vitamine D ou bien à la ménopause. C'est à la ménopause ou bien à l'âge avancé. Chez l'homme, à partir de 55 ans, 60 ans, on commence à avoir une déminéralisation osseuse. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. L'ostéoporose. Derrière la trachée, il y a un autre organe qui va descendre, c'est l'œsophage. L'œsophage, c'est l'œsophage cervical. L'œsophage. Entre glande thyroïde et œsophage, nous avons 2 nerfs, du côté droit et du côté gauche. Du côté droit, c'est le nerf récurrent droit, et du côté gauche, c'est le nerf récurrent gauche. D'où viennent ces nerfs récurrents laryngés? Le nerf récurrent laryngé gauche. Et ici, c'est le nerf récurrent laryngé droit. D'où viennent ces nerfs? Ces nerfs viennent du nerf vague, du nerf 10, 10e paire crânienne. Donc le nerf 10, quand il descend au niveau cervical et puis au niveau thoracique, du côté droit, au niveau cervical, il va libérer le nerf récurrent, et du côté gauche, au niveau thoracique, il va libérer le nerf récurrent. Et ces nerfs récurrents, ils vont innerver quoi? Ils vont innerver le larynx. Donc, c'est un rapport étroit par rapport à la trachée et par rapport à la thyroïde. Et ce nerf récurrent, il est menacé. Menacé par quoi? Menacé par la lésion. Et cette lésion est causée quand? Au moment des interventions. Interventions sur la thyroïde, vous voyez que plusieurs femmes, surtout les femmes, développent ce qu'on appelle les goitres ou bien des nodules thyroïdiens. Il existe chez l'homme, mais fréquemment chez la femme. Nodules thyroïdiens, donc ces nodules thyroïdiens, il peut être chaud ou froid par rapport à quoi? Par rapport à un examen qu'on fait, ce qu'on appelle la scintigraphie. On injecte aux patients un produit iodé, parce que la thyroïde utilise comme ion dans la fabrication des hormones thyroïdiennes, elle utilise l'iode. Donc on injecte un produit iodé
avec étoile, ça veut dire radioactif, qui va se fixer au niveau de la thyroïde et à l'aide d'une gamma caméra, on peut détecter cette irradiation donnée par l'iode radioactif. Et on a une cartographie de la thyroïde. Et parfois, on a des nodules, c'est-à-dire des tumeurs, qui vont fixer beaucoup la thyroïde. On va les appeler des nodules chauds, ou bien un nodule qui est vide, il ne fixe rien, c'est-à-dire il ne retient pas l'iode, on dit un nodule qui est froid. Donc 20% des nodules froids sont des cancers. Donc c'est pour cette raison on est obligé d'enlever toute la thyroïde. Parfois, si c'est bénin, si c'est gênant, on peut enlever uniquement la moitié. Et au moment de la dissection, regardez le nerf récurrent, il est juste derrière le lobe de la thyroïde et on peut blesser ce nerf. C'est pour cela le chirurgien qui opère la thyroïde, il fait très attention à ne pas toucher et à ne pas blesser ou déranger ce nerf, parce que sinon le patient ou la patiente va se réveiller avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec une dysphonie. Bonjour madame, bonjour docteur. Vous voyez la voix change, hein, c'est ce qu'on appelle la dysphonie. Donc, entre œsophages, nous avons dit qu'il y a les nerfs récurrents. Beaucoup plus loin, nous avons le pédicule vasculaire du cou, c'est-à-dire l'artère qui monte vers pour vasculariser la face et vasculariser en même temps l'encéphale. C'est quoi? C'est quelle artère? C'est l'artère carotide, pardon. C'est l'artère carotide. Artère carotide. Carotide primitive, gauche. Et l'autre côté, artère carotide primitive droite. En dehors de l'artère carotide, nous avons une veine. C'est la veine jugulaire. Veine jugulaire. La veine jugulaire interne. C'est quoi cette veine jugulaire interne? C'est le retour. Le cerveau est vascularisé par deux axes principaux, deux artères principales, la carotide interne et l'artère vertébrale. Ils vont vasculariser tout le cerveau par le système de polygones de Willis, mais le retour veineux est rassemblé au niveau d'une grosse veine qui est la veine jugulaire. La veine jugulaire va naître à l'intérieur de la boîte crânienne, le golfe de la veine jugulaire, et puis ça descend au niveau du cou pour aller au niveau susclaviculaire et rejoindre la veine sous-clavière pour former le tronc veineux brachiocéphalique. C'est la veine jugulaire. Derrière la veine jugulaire, nous avons le nerf. Quel nerf? C'est le nerf vague. Le nerf 10. Nous avons deux nerfs 10, le nerf 10 droit et le nerf 10 gauche. Ces structures sont entourées d'une gaine qu'on appelle la gaine vasculaire. La gaine vasculaire. Ensuite, la thyroïde est vascularisée par une branche de la carotide interne qui est la thyroïdienne inférieure. Vascularisée par la thyroïdienne inférieure. Il y en a deux, thyroïdienne inférieure gauche et thyroïdienne inférieure droite, qui sont des rapports postérieurs de la trachée. Il nous reste à voir les muscles. Nous avons du côté latéral, nous avons 4 muscles, 3 profonds et 1 superficiel. Le muscle superficiel qui couvre toute la région, c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. Il y a 3 autres muscles qui sont le sternocléido-hyoïdien, le sternothyroïdien et l'homo-hyoïdien. Donc 3 autres muscles en dedans. Ces muscles sont entourés par une aponévrose, donc chacun
est entouré de 100 aponevroses et ces aponevroses vont former en avant et en arrière, vont former ce qu'on appelle les aponevroses du cou. Donc regardez, le sternocleidomastoïdien va former une aponevrose en avant à la partie tout antérieure du cou. C'est ce qu'on appelle l'aponevrose cervicale superficielle. Je vais effacer le titre parce que j'ai besoin d'espace pour écrire. Donc ici, cette aponevrose, c'est l'aponevrose cervicale superficielle. Une deuxième aponevrose au-dessous qui va être l'aponevrose cervicale moyenne, qui va englober tous ces muscles. Et en arrière, beaucoup plus en arrière, nous avons ici l'aponevrose cervicale profonde. La profonde, elle est en arrière. Ici, c'est l'aponevrose moyenne. Aponevrose cervicale moyenne. Le muscle, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. Celui qui est au-dessous, c'est le muscle sternocleido-hyoïdien. Ensuite, en profondeur, c'est le muscle sternothyroïdien. Et en arrière, c'est le muscle homo-hyoïdien. Voilà, on a fini ce schéma de rapport cervicaux de la trachée. Nous allons réaliser le commentaire la prochaine fois. Et une fois le commentaire sera terminé, on passera bien sûr au rapport au niveau thoracique. Donc voilà, la séance est terminée et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.